Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief des différents contre-la-montre de ces championnats d'Europe 2023. On va revenir sur toutes les disciplines qui se sont déroulées. Alors, bien entendu, il y en a certaines qui n'étaient pas diffusées à la télévision. Je pense notamment au contre-la-montre Espoir et Junior. Mais tous les autres, je les ai vus, et notamment je les ai regardés sur la chaîne Équipe, où c'était très compliqué à regarder parce que on s'est bien emmêlé les pinceaux sur la chaîne Équipe hier. C'est-à-dire que l'attaque de Marlou, elle avait un peu du mal à se mettre en place. Bon, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. TikTok, le débrief, juste après l'arrivée des différentes épreuves que je vois en direct. Et si vous avez les moyens que vous voulez soutenir mon travail, vous pourrez faire un super thanks. On commence tout de suite avec l'épreuve par équipe et le titre de l'équipe de France dans cette épreuve par équipe. Magnifique titre de cette équipe de France. On peut saluer les filles parce que vraiment le travail qu'a fait Audrey Cordon-Rago, Cédrine Kerbaol et Juliette Labousse a été excellent. Pourtant, lors du contre-la-montre féminin, j'ai trouvé Juliette Labousse un petit peu en difficulté au niveau du chrono, mais elles reprennent un temps monumental sur les Italiennes. C'est-à-dire qu'elles reprennent 30 secondes sur les Italiennes, plus de 30 secondes. Donc c'est monumental ce qu'ont fait les Françaises. Les garçons, c'était pas mal. C'était plus facile pour les garçons, je pense, parce qu'il y avait Benjamin Thomas qui est plus quand même rouleur que Brian Cocard au dernier championnat du monde, mais on a quand même un peu souffert sur la première partie de course parce que je pense également que Rémi Cavagna comme Bruno Armirail sont quand même en fin de saison et on sent qu'on est un peu sur les derniers jours de course et ça commence à être dur physiquement pour l'un comme pour l'autre. C'est vrai qu'Armirail il a été sur le Giro, donc là on est au mois de septembre, ça commence à être compliqué physiquement et on a senti que les deux étaient peut-être un peu rentrés déjà sur le contre-la-montre individuelle. Mais cette victoire de la France, en même temps, chez les filles, on a une équipe qui est excellente parce qu'on a trois filles d'un niveau très proche. Kerbaol, Labousse, Audrey Cordon-Rago, c'est d'un niveau qui est excellent, qui est très proche. Je crois qu'on en avait parlé même, je sais plus, alors au championnat du monde j'en avais parlé c'est sûr, mais je sais même pas si j'en avais pas parlé au championnat de France déjà du chrono. J'avais dit peut-être qu'on a une belle équipe, je ne sais plus. Mais c'était une réflexion que je m'étais faite, mais je ne sais plus si je l'ai dit en vidéo, vraiment. Je m'étais dit, si on emmène les trois, ça peut être pas mal, tu vois. Maintenant, on a trois filles d'un beau niveau. Et là, oui, ça a été excellent. Vous l'avez dit sur le Tour de France, femme. Je ne sais plus. Je l'ai dit à un moment, qu'on pouvait peut-être faire, enfin que notre équipe fille, elle était vraiment pas mal. Et là, c'est les filles qui nous amènent le titre, il faut le dire. Pour une fois, voilà. Mais c'est comme ce contre-la-montre par équipe, c'est souvent quand même les filles qui font la différence. Les garçons, on peut revenir sur le temps des filles. Et je trouve que ce qui est bien dans ce contre-la-montre mix, c'est déjà qu'on met en avant les filles qui sont quand même pas mis en avant pendant toute la saison du côté du cyclisme, mais surtout c'est un travail qui est vraiment atypique. Le fait d'avoir que 3 coureurs à chaque fois, je trouve que ça c'est la bonne idée. T'es obligé d'avoir 3 coureurs d'un bon niveau. Tu peux pas avoir un Cancellara et un Frank Schleck derrière, parce que sinon le Frank Schleck derrière il va se faire défoncer la gueule. T'es obligé d'avoir 3 concurrents d'un niveau assez proche si tu veux être performant et pas forcément d'avoir simplement un coureur qui tracte. Deuxième, l'Italie. Malgré le fait qu'on n'avait pas emmené Ghana, on reste avec un niveau chez les garçons qui est très bon du côté des Italiens. Bien entendu, Affini, Cataneo, Sobrero, et encore une fois, il n'y avait pas Ghana, mais on voit que c'est quand même du très bon travail. Chez les filles, là aussi, on n'avait pas l'équipe type. On avait Victoria Gozzini et Cecchini, mais c'est vrai que Soraya Paladine, c'est pas une spécialiste vraiment du contre-la-montre, donc c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué pour les filles, mais chez les garçons, voilà. Ils sont très costauds dans cette discipline, donc c'était vraiment très bien. Troisième, l'Allemagne. Toujours là, l'Allemagne, sur cette épreuve, c'est vraiment quelque chose qu'ils apprécient, les Allemands, parce qu'ils ont rarement été en dehors du podium, avec Lisa Klein, Meike Kröger, Max Walscheid, Yannick Stemmle, Franziska Kor et Miguel Heidemann pour les 6 Allemands. Quatrième, les Pays-Bas. Dommage qu'on n'ait pas réussi à prolonger la saison de Van Vleuten. Ça aurait peut-être fait une petite différence.
Après, bon, même chez les garçons, là aussi, hein, on a quand même emmené Van Enden, qui est plus d'une première fraîcheur, le néerlandais Sorge Bax, donc là aussi, ils finissent pas loin, hein, ils finissent à 1 seconde près. Hein. C'est frustrant. Déjà, pour Audrey Cordon-Rago sur l'individuel, c'est frustrant, mais là, c'est encore plus frustrant pour les Néerlandais, parce que c'est à 1 seconde, mais c'est vrai que t'as pas forcément l'équipe type non plus. 5e, la Pologne, très belle perf de la Pologne, parce que 39 secondes seulement de retard sur l'équipe de France, c'est très très bien. Et puis 6e, les Suisses, mais la blessure de Stephen Kung les a complètement décontenancés. Alors, on pensait que ça allait être que les garçons qui allaient être en difficulté, mais ça a été les garçons et les filles. Vraiment, les deux équipes ont souffert. Et puis bon, la Belgique avait amené des coureurs, mais bon, c'était pour faire le nombre, hein, parce que très clairement, là, ils n'ont pas misé sur cette épreuve. Et les Ukrainiens, bah, là encore, quand on dit qu'il faut un collectif, c'est compliqué pour les Ukrainiens d'avoir 6 coureurs d'un même niveau. La Belgique, par contre, bon, dommage qu'ils n'aient pas fait d'efforts. On voit quand même toute la difficulté sur cette épreuve d'attirer des gens. Parce que c'est vrai qu'on voit quand même assez peu de concurrents au départ. Il n'y a que 8 équipes au départ en Europe. Pourquoi on n'a pas les Danois, par exemple? Pourquoi on n'a pas l'Espagne? Pourquoi on n'a pas la Norvège, par exemple? C'est des nations qui devraient être présentes normalement et qui ne misent pas sur ce contre-la-montre par équipe mixte, alors que je trouve que c'est une très belle épreuve. Il y avait aussi une épreuve junior dans ce contre-la-montre par équipe mixte. Et là encore, médaille de bronze pour l'équipe de France avec Léo Bizio, Léane Tabu, Alice Brédard, Julie Bégaud, notre championne du monde chez les juniors, Maxime Decomble et Elliot Boulet, qui finissent à 34 secondes voilà, de l'équipe d'Italie, avec notamment Venturelli qui a remporté le titre de championne d'Europe chez les juniors. Voilà, Luca Gianni, Andrea Bessega, Federica Venturelli, Alice Tognoli, Andrea Montagnier et Eleonora Labella. Et puis l'Allemagne qui prend la 2e place, mais là encore, quand je disais, hein, l'Allemagne, ça fait depuis des années qu'ils sont présents dans cette discipline, et qu'ils aiment également cette épreuve. Il n'y a pas que l'équipe de France qui aime cette épreuve, il y a également l'équipe d'Allemagne qui aime cette épreuve. Les Pays-Bas 4, l'Allemagne 5, et un peu plus d'équipes chez les juniors, avec notamment la Lituanie, la Finlande, et la Slovénie, qui était présente. Avec la Slovénie aussi, hein, on aurait pu envoyer des coureurs pour ce contre-la-montre. C'est un peu dommageable que tout le monde n'emmène pas une équipe au départ de ces contre-la-montre par équipe mixte. On passe au contre-la-montre individuel avec les femmes, non, les garçons, pardon, erreur de ma part. C'était donc mercredi à entre 16h15 et 17h30 à peu près. Pas de surprise. De toute façon, il n'y a pas eu de grosse surprise, il n'y a pas eu vraiment de match extrêmement serré dans cette discipline. Joshua Tarling, exceptionnelle saison quand même pour lui, pour le contre-la-montre, que ça soit au championnat du monde ou au championnat d'Europe. Bon, autant au championnat du monde, c'était une surprise quand même de le voir sur le podium. Autant là, sur ces championnats d'Europe, moins de surprise. Mais c'est important, pourquoi ? C'est important Joshua Tarling, parce qu'il a pris 70 points UCI. Là, vous voyez le petit 70 UCI. Et pourquoi je vous dis que c'est important ? Parce que l'équipe qui peut nous menacer, la nation qui peut nous menacer pour le quota maximum pour les prochains Jeux Olympiques, c'est la Grande-Bretagne. Et on n'a que 70 points UCI d'écart. Le classement s'arrête le 7 ou 8 octobre. Ça s'arrête un peu avant la fin de saison. Donc ça va être très important que les Français scorent des points d'ici là pour qu'on ramène un peu d'avance. Donc ça va être important au Tour de Vendée, notamment que les Français marquent des points UCI, à Paris Tour aussi, et même au Tour de Lombardie, qu'on prenne des points parce que les Britanniques nous menacent. Et déjà que le quota maximum, c'est que 4, je crois, 4 ou 5 coureurs, je ne sais plus, pour les prochains Jeux Olympiques. Ça serait dommage d'être un de moins, parce que là, déjà que ça ne va pas être facile, parce que ça va faire un petit peu comme à Londres, voire en pire, là, ça peut être encore pire. Vraiment, être champion olympique, il ne va pas être facile, il faudra être bon tactiquement aussi. Donc Joshua Tarling, champion d'Europe, devant Stefan Bissegger. Bissegger qui a bien fini, le Suisse, hein, par rapport à Van Aert, qui a eu un peu de mal sur la fin. Donc Bissegger voilà, qui prend une belle 2e place devant Van Aert. Michael Berg 4. Un peu déçu quand même qu'il y ait autant d'écart entre Berg et Van Aert Bissegger. Je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus proche, surtout qu'il y ait plus d'écart avec un mec comme Cataneo.
Bon, ensuite, Cataneo a sa place 5e, Oliveira aussi 6, pareil pour Danoulle. Rémi Cavagna, il était un peu déçu parce que c'est quand même un type de parcours qui lui convient bien, c'était pas très technique, c'était quand même 30 km. C'est un type d'effort normalement où il est performant. Bon voilà, il finit avec une 25 à égalité avec Yves Lampard. Là, je m'attendais aussi à ce qu'il soit plutôt au niveau de Cataneo. Donc un peu plus haut. Lampard, tu sens que la saison est longue et qu'il n'est pas forcément en accord avec la direction de Soudal. Il a été très touché par le départ de Tim de Klerk. Il l'a dit en interview. Donc quand un mec le dit en interview, c'est qu'au niveau de la relation avec son équipe, c'est pas forcément phénoménal. Bien entendu, on va revenir sur la chute de Stefan Küng qui finit quand même 11e devant Bruno Armirail 12, qui était encore une fois fin de saison compliquée pour Bruno Armirail. Stefan Küng, pour moi, il y a quand même un gros problème sur le parcours. C'est que déjà, on a mis à 7 ans. Alors, il faut rappeler un petit peu où c'était. On était sur une route en triangle, c'est-à-dire qu'il fallait prendre la route de droite. Grosso modo, la route se séparait en deux et il fallait prendre la route de droite. Pour moi, il fallait pas mettre des barrières de ce type-là à cet endroit-là. On met des barrières grises. C'est quand même pas le truc le plus visible au monde, des barrières grises, comme ça. Pour moi, il fallait mettre des vraies barrières, comme on a sur les arrivées, avec des beaux trucs réfléchissants pour qu'on le voit de loin. Voilà, pourquoi pas un signaleur à cet endroit-là, aussi, pour vraiment indiquer qu'il fallait se resserrer. Parce qu'on sait qu'avec les nouveaux vélos de contre-la-montre, les nouvelles positions de contre-la-montre, on ne voit pas grand-chose. Quand on est en position, avec les guidons coudés, on ne voit pas grand-chose. Pourquoi ? Démonstration de la position de contre-la-montre. Vous pouvez le faire, par exemple, faites le test quand vous êtes sur les toilettes, parce que c'est à peu près... voilà. Vous faites le test. Essayez de voir essayez de voir si vous allez voir à très longue distance dans cette position-là. Vous mettez vos bras comme ça à l'avant. C'est à peu près cette position-là. Les mains comme ça. Et vous rentrez votre tête. Voilà. C'est ça la position de vélo de chrono en ce moment. Vous rentrez votre tête et vous allez voir la distance de vision que vous allez avoir. C'est que dalle. Voilà. Faites le test vraiment chez vous. C'est vraiment que dalle. Par rapport aux anciennes positions de contre-la-montre, où les anciennes positions de contre-la-montre, c'était comme ça. Et là, tu vois loin, surtout que ta tête est en position comme ça. Donc là, tu vois vraiment très très loin. Tu n'es pas gêné. Les nouvelles positions de contre-la-montre font que c'est beaucoup plus compliqué de voir de loin. Alors, est-ce qu'il ne faut pas interdire ces guidons coudés pour des questions de sécurité ? Une question qu'on peut se poser. Après, je me dis que bon, faut pas non plus trop infantiliser quand même. À un moment, je me dis, les coureurs savent. À un moment, ils savent aussi leur prise de risque. Pour moi, on n'est pas dans un peloton. Donc pour moi, il ne faut pas interdire ces guidons coudés, mais il faut que les organisateurs s'adaptent à cette position de contre-la-montre. Et il faut qu'ils s'adaptent à changer leur manière de poser les barrières. Là, les barrières, c'était très mal posé. Et surtout, il n'y avait pas de signaleur. Donc pour moi, c'est une catastrophe. En plus, là, je suis quand même surpris parce que ça tombe sur Stefan Küng. Est-ce qu'elles n'ont pas été installées au dernier moment ? Ces barrières-là, parce que normalement, ils repèrent le parcours avant les coureurs. Donc, si les barrières étaient là, ils le savaient. Est-ce qu'elles ont été bougées de place ? Et en plus, des barrières comme ça aux Pays-Bas, c'est quand même stupide, parce que quand on connaît le vent aux Pays-Bas, ça peut bouger de quelques millimètres. Là, quand il s'aperçoit qu'il est au niveau des barrières, c'est trop tard, il ne peut pas remettre les mains. Et de toute manière, même avec l'ancienne position de contre-la-montre, il n'aurait pas pu remettre les mains rapidement sur les freins. Donc voilà, je trouve que c'est un tout. Je pense quand même que les organisateurs, là, ils n'ont pas fait du bon boulot au niveau de la signalétique du parcours. Et après, le seul qui se fait avoir, c'est Stefan Küng. Moi, je ne comprends pas non plus pourquoi on les laissait repartir. Parce qu'il y a un moment, le casque est cassé. Alors, imaginons, il repart, il est en état de commotion cérébrale, il retombe 500 mètres après. Les conséquences sont terribles. Enfin, au niveau... parce que le casque, là, il protège plus du tout. Donc, il fallait changer le casque. C'est une obligation. Il fallait faire un test de commotion cérébrale. Et pour moi, alors que le coureur veuille repartir vite, je suis d'accord, bon, ok. Mais il y a des directeurs sportifs dans la voiture. Enfin, il y a un moment, il faut intervenir. Il y a aussi des commissaires qui doivent intervenir à ce moment-là. Là, on l'a laissé repartir tranquillement, faire son dernier kilomètre et demi. C'est hyper dangereux, ce qui s'est passé. Pour moi, c'est pas courageux.
Et je le reproche pas à Stephen Kung. Stephen Kung, à ce moment-là, il est plus lucide, il est en état de commotion, t'es plus lucide. Lui, son objectif, c'est presque un réflexe de base du cycliste, c'est de remonter sur le vélo. Par contre, derrière, faut l'empêcher de repartir sur le vélo. Et là, je trouve que ça soit du côté de l'équipe suisse, mais également des commissaires de l'UCI, on n'a pas fait le bon boulot. On continue avec le classement. Kwiatkowski, Larsen, 13-14, Walscheid, 15, Bednar, 16, Mulan, 17. Points contre la montre, ils étaient, je crois, 32 voilà, au départ dans ces championnats d'Europe. On passe aux filles. Du côté des filles, eh bien, la vengeance de Marlène Reusser, et la vengeance est un plat qui se mange froid. Autant vous dire qu'elle était très motivée pour aller chercher ce titre. Marlène Reusser, ça s'était tellement mal passé à Glasgow. Voilà, bon, elle l'avait dit, hein, elle a fait un burn-out complet. C'était terrible quand même les images de Glasgow. Ça fait du bien de la revoir au top, de voir qu'elle a réussi à se remobiliser, parce que c'était pas facile. Ton objectif c'était les championnats du monde. En plus chez les filles, après le Tour de France femmes et après les championnats du monde, il n'y avait plus forcément de gros objectifs pour les filles, parce qu'on avait fait les moments les plus importants de la saison, la Vuelta étant en début de saison. Donc c'était compliqué. Elle a réussi à se remobiliser. Donc je trouve qu'elle a fait preuve vraiment d'une énorme force mentale. Donc moi je voulais la saluer. Deuxième place, Anna Anderson, la britannique. Pas un mauvais chrono vraiment pour Anna Anderson. Parce que c'est pas une fille qui est si forte que ça sur le contre-la-montre. Donc elle a bien su tirer son épingle du jeu. Elle finit bien la saison, Anna Anderson. Donc voilà, belle perf. Et puis Christina Schweinberger, voilà, elle était déjà sur le podium au championnat du monde. C'était un peu une surprise au championnat du monde. Là, c'est moins une surprise. C'était un peu comme Joshua Tarling. Là, c'est quand même moins une surprise dans ces championnats d'Europe. Dommage pour Audrey Cordorago, vous voyez, 4 secondes. C'est dommage en fait parce que c'est la fille qui finit le plus fort. Audrey Cordorago, je pense qu'elle est partie peut-être un peu trop prudemment, Audrey, sur la première partie de parcours. Mais elle le disait en interview, je suis pas déçu. Je suis pas déçu parce que j'ai fait ma course. Voilà, j'étais vraiment à mon top niveau au niveau des puissances, donc je suis pas déçu. Voilà, bon, c'est un peu la place du con, mais elle n'était pas déçue, voilà, de sa performance. Et ça montre aussi qu'Audrey Cordorago, je trouve que par rapport au matériel qu'elle avait chez Trek, elle est mieux posée sur son vélo. C'est vrai, je suis assez d'accord avec ce que disait Pierre Rolland. J'avais déjà un peu remarqué ça au Tour de France. J'en avais pas parlé parce que j'étais pas sûr. Mais c'est vrai que je trouve que là, désormais, elle est super bien posée sur son vélo. Et surtout, je trouve que ça ne bouge pas au niveau de la position. Donc vraiment, ils ont dû faire un beau travail chez Human Powered Earth, qui, je rappelle, va avoir un peu plus de moyens l'année prochaine, parce que comme ils arrêtent l'équipe masculine, les moyens de l'équipe masculine vont être redonnés à l'équipe féminine. Et je trouve qu'elle fait vraiment du très très bon boulot, Audrey Cordorago. Et bon, voilà. Ça fait quand même depuis 2 ans qu'elle fait des saisons quand même canon. Parce que l'année dernière chez Trek, c'était déjà très très bien. Lotte Kopecky 5, là aussi la saison s'étend en longueur. Ça commence à être dur. Elle était déjà là sur les classiques flandriennes. Là, on commence à être dur au mois de septembre, surtout qu'elle a fait également de la piste. Je pense qu'elle est un peu dans une phase de pause en ce moment. Et puis Anna Kiesenhofer 6, Rachel Marcus 7, Bujak 8, Eleonore Barker 9 et Kononenko 10. Petite déception quand même, Lisa Klein qui finit loin, comme Cécile Ludwig qui prend quand même une tôle. Surtout l'écart avec Nosgard, c'est-à-dire qu'elle finit quand même devant Nosgard. La petite déception aussi pour les Danoises. Et puis Juliette Labousse, ça a été dur pour Juliette, voilà, qui finit à 18e à 1,46. Gérer l'après-Tour de France, c'est pas toujours facile. On voit aussi Victoria Guazzini qui finit seulement 20e. Ça a été compliqué pour toutes ces jeunes filles. On passe aux épreuves juniors et espoirs. Du côté des garçons, chez les espoirs, le titre pour Alex Segart, qui est plus vieux que Joshua Tarling. Voilà, bon, alors là, c'est là où on voit que cette catégorie espoir, est-ce qu'il ne faudrait pas la modifier, remettre en seulement amateur ou réfléchir à comment on peut faire pour cette catégorie espoir, parce qu'avec des juniors qui arrivent de plus en plus tôt, c'est vrai que c'est pas forcément simple.
On a Carl Fredrik Bavort, deuxième, le Danois, et puis Gustav Weng, troisième. On voit encore une fois la force chez les Danois, les Norvégiens, pour aller trouver des jeunes coureurs. Belle performance des Espagnols. Ivan Romero qui prend la 4e place, Raúl Garcia Pierna qui finit à 6e, et puis du côté des Français, Dil Vitouz est 9e, Morgado 20, mais lui c'est plus la course en ligne où il est bon, les Irlandais 12 et 13 avec Rafferty et Harvey, et donc Eddie Vitouz qui prend la 9e place. C'est quand même un peu une déception pour moi Eddie Vitouz cette année, parce que il a à peu près le même niveau que l'année dernière. Par contre, belle perf de Pierre Thierry, pour moi à 1 minute 11, mais Eddie 8-12, je vois pas d'évolution dans le temps. Voilà. On continue avec la catégorie junior chez les garçons. Bon, le titre pour Albert Virten Philipson, qui je rappelle a été déjà champion du monde sur route, champion du monde également sur VTT, donc voilà, c'est le mec qui domine chez les juniors en ce moment du côté des garçons, avec Jørgen Nordhagen, le Norvégien, et deux Belges, Saint-Jens et Van Deyde, qui prend la 4e place. Du côté des Français, Elliot Boulet finit 13e, Maxime Decomble finit 16e. Dans cette course du côté voilà, des Français où ils étaient 2 au départ. On peut noter encore une belle perte d'un Espagnol, Markel Bellocchi, qui finit 7e. Alors vous retenez ce nom, Markel Bellocchi, c'est le fils de Joseba, le coureur qui était passé par la Once et Brioche la Boulangère, passé également par le dopage, il faut le dire également. On passe aux catégories espoir chez les dames, junior pardon, chez les dames pour commencer. Donc le titre pour Venturelli devant Stina Kagevi et Anna Kunz. Il y avait 3 Françaises au départ. Marine Fer prend la 17e place. Titia Rio finit 20e et Eline Roussel finit 29e. Ce n'était pas forcément les spécialistes qu'on avait réservés pour l'épreuve du contre-la-montre par équipe du côté des filles. Et puis vous avez Knaven, Knaven, si je ne me trompe pas, c'est la fille de Serveil, Knaven, qui prend également la 5e place. Elle a fini 8e lors des championnats du monde. Et l'année prochaine, elle sera dans l'équipe, cette année, elle a été dans l'équipe de développement de Edge Insurance. Donc elle passera dans l'équipe 1 en 2025 ou 2026. Quand vous voyez, quand même, elle n'a que 16 ans. Donc belle perf. Et puis on passe à l'épreuve espoir. Là encore, le titre pour Zoé Bäckstedt, 58 secondes d'avance, qui est phénoménal. Zoé Bäckstedt qui pourtant en première année chez les espoirs, mais bon, vu comment elle a dominé chez les juniors, c'est une fille assez incroyable, Zoé Bäckstedt, la fille de Magnus bien entendu, et sa mère aussi qui était coureuse cycliste. Antonia Niedermayer prend la 2e place et Atto Salo, la finlandaise, finit 3e du côté des françaises. Églantine Rayet prend la 7e place. Et déception pour Cédrine Carbaol qui finit 9e à 2 minutes 02. Elle n'a jamais vraiment été dans le coup. On s'attendait à mieux parce que c'est vrai qu'au championnat du monde, elle avait été très performante au niveau du contre-la-montre. Zoé Bäckstedt qui rejoint Canyon, qui est maintenant chez Canyon parce que c'est vrai que EF, il y a des petits soucis avec EF Education, l'équipe féminine, donc elle a rejoint Canyon pour un contrat longue durée, jusqu'en 2026 pour Zoé Bäckstedt, qui est déjà performante dans la catégorie élite et espoir également. Bon, nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production, l'épreuve féminine, l'épreuve masculine, on fera le débrief. Puis il y aura également un débrief lundi, certainement, du Tour du Luxembourg. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao. Et puis n'oubliez pas, il y aura un débrief aussi de la Vuelta, il prend un peu de retard. Et puis des débriefs sur les classements UCI également, il y a un petit peu de retard. Voilà, je m'en excuse, mais il y aura un débrief de la Vuelta. Allez, ciao, ciao, ça sera... soit on a le temps de le faire dimanche, samedi ou dimanche, soit sinon ça sera lundi également. Allez, ciao ciao sur la Maniac Production.